Est-ce que le hasard existe ? Je vous invite à partir dans une réflexion qui peut remettre en question l'idée que l'on se fait du hasard et de l'aléatoire, et qui va planter le décor autour de ce que l'on va chercher à faire dans cette vidéo. Si on lance un dé sur une table, l'immense majorité des gens va considérer cette expérience comme aléatoire. Le mot hasard signifiant même initialement jeu de dés. Cependant, le lancer de dés n'est avant tout qu'un problème de physique. Un cube est soumis à des forces qui vont le mettre en mouvement, le jet initial, les chocs sur la table, la répartition du poids dans le dé sont autant de paramètres qui, si on les connaît parfaitement, peuvent rendre l'état final du mouvement et donc la valeur du dé prévisible. Alors lancer un dé, est-ce du hasard ou pas ? En informatique, la question de la création du hasard est au cœur de nombreuses réflexions. Il existe plusieurs façons de créer du hasard. La première consiste à se baser sur un élément auquel l'utilisateur n'a pas accès, la 10e décimale du temps d'allumage de l'ordinateur par exemple, le nombre d'images séparant l'instant où on lance une roue virtuelle et l'instant où on l'arrête. Une autre façon est de générer, par un processus tarabiscoté, une table d'événements dans laquelle on va piocher un à un les résultats de l'expérience simulée. Mais si on utilise une méthode qui donne accès aux données cachées, ou si on sait comment est faite la table d'événements, on peut parfaitement contrôler le hasard en informatique. La seule véritable occurrence d'un aléatoire pour le moment bien installé se fait dans l'étude des phénomènes quantiques, phénomène qu'il est, sans un solide bagage scientifique, difficile de comprendre, ou même d'approcher. Dans tous ces exemples, il y a un point commun, le fait que l'on devrait pouvoir tout prédire avec exactitude, mais qu'en général l'effort demandé est trop grand. Par conséquent, dans le reste de cette vidéo, on considérera que l'étude des phénomènes aléatoires n'est en réalité qu'une étude de phénomènes trop complexes pour être appréhendés aisément. On va donc se demander comment fabriquer un modèle simple pour les étudier à travers la question « Qu'est-ce qu'une probabilité ?» Commençons par placer un contexte à travers quelques définitions. On définira une expérience aléatoire comme une expérience dans laquelle on sait ce qu'il peut se passer, mais pas ce qu'il va se passer. Chaque possibilité est alors appelée issue, toutes regroupées dans un ensemble que l'on appelle univers et que l'on note oméga, tout ensemble de l'univers définissant un résultat de l'expérience, regroupant potentiellement plusieurs issues et quant à lui appelé événement. Faire des probabilités, c'est initialement se demander quelles sont les chances qu'un événement se réalise à l'issue de l'expérience plutôt qu'un autre. Il existe deux façons intuitives de construire le concept même de probabilité, en se basant sur des expériences simples. Reprenons l'exemple du lancer de dés. On peut lancer le dé un grand nombre de fois et se rendre compte, à la longue, qu'environ un lancer sur 6 va donner le nombre 5. Ou alors, on peut se dire que comme il y a 6 faces aux mêmes caractéristiques, sans influence d'éléments extérieurs, il doit y avoir une chance d'obtenir chacune des faces, et ayant 6 faces sur le dé, il aura une chance sur 6 d'obtenir un 5 à chaque lancer. Ces deux premières approches de la probabilité sont celles utilisées au lycée, et on va rarement s'en éloigner réellement. La première consiste donc à se baser sur des statistiques, à définir la probabilité d'une issue comme sa fréquence d'apparition limite obtenue après de très nombreuses expériences. La seconde consiste à se dire que toute issue basique a la même probabilité de se réaliser. C'est le modèle d'équiprobabilité. Ce modèle permettra donc d'obtenir la probabilité d'un événement en comptant simplement le nombre d'issues qui lui seront favorables. Dans les deux cas, on obtient une première propriété fondamentale de la probabilité. Une probabilité est une fraction, comprise entre 0 et 1. Plus ce nombre est proche de 0, moins l'événement a de chances de se réaliser. Plus ce nombre est proche de 1, plus l'événement a de chances de se réaliser. Fort de cette caractérisation, on doit imposer une seconde règle fondamentale de la probabilité. Si l'on considère l'événement une issue quelconque va se réaliser, peu importe laquelle, on cherche d'une certaine manière la probabilité de l'univers tout entier. Comme une issue doit forcément se réaliser à la fin de l'expérience, on fixera quoi qu'il arrive la probabilité de oméga, soit la somme de toutes les probabilités des issues de l'expérience, à 1. Ces deux propriétés forment les deux contraintes qui définissent une loi de probabilité, notion autour de laquelle on va construire petit à petit par la suite. Cette définition de loi de probabilité va également nous permettre de calculer la probabilité de n'importe quel événement, en additionnant les probabilités des issues qui lui sont favorables. Une partition de l'univers est une famille d'événements, tous 2 à 2 disjoints, donc qui ne peuvent pas se produire en même temps, et dont l'union recouvre la totalité de l'univers oméga. Cette propriété de l'union engendre l'idée que la somme des probabilités des événements issus d'une partition de l'univers vaut forcément 1. On obtient les propriétés fondamentales d'une loi de probabilité qui les font coller au réel. Premièrement, la somme des probabilités d'un événement et de son contraire vaut toujours 1. Cela traduit le fait qu'il est impossible de réaliser un événement et son contraire, mais que l'un de ces événements va forcément se réaliser. Car en soi, si l'événement A se réalise, l'événement A bar ne se réalisera pas, et inversement, si A ne se réalise pas, alors ce sera forcément A bar qui va se réaliser. Cette propriété appliquée à oméga et l'ensemble vide, qui forment tous deux une partition de l'univers, permet également de voir que la probabilité de l'ensemble vide sera toujours de 0. Autrement dit, la probabilité qu'il ne se passe rien est nulle. De la même manière, le fait qu'on puisse décomposer un événement en une partition de ce dernier nous permet d'obtenir une formule très utile appelée formule des probabilités totales. On peut donc obtenir la probabilité d'un événement B en additionnant la probabilité de B intersectée avec une partition de l'univers. Enfin, dans le cas où les événements que l'on considère ne sont pas disjoints ou incompatibles, on utilisera le fait que la probabilité de leur union s'obtient en additionnant la probabilité de chacun et en retirant la probabilité de l'intersection que l'on a en fait conceptuellement compté 2 fois. En soi, il est facile de définir des lois de probabilité. Ce qui est plus difficile est de les faire coller à la réalité.
et donc on peut se poser la question de la validité des deux procédés que l'on a proposés précédemment et de leur solidité face à la réalité. Tout d'abord, revenons sur le modèle d'équi-probabilité. Ce modèle est très simple, il peut s'appliquer à un tirage de cartes, à un lancer de dés, à un lancer de billes, à la roulette, à une sélection à l'aveugle d'un élément dans une liste, mais cela reste un modèle. En réalité, l'équi-probabilité n'est qu'une hypothèse simplificatrice qui nous offrira souvent de bonnes bases pour explorer des propriétés de lois de probabilité ou pour en construire des plus élaborées. Mais concrètement, ce n'est pas le modèle qui colle le plus à la réalité et on peut s'en rendre compte lorsque les études constatent que les croupiers au casino ont malgré eux des habitudes de mélange, de lancer, qui faussent un peu ce modèle. De même, si on vous présente un paquet de cartes, la façon de présenter le paquet peut faire varier légèrement les probabilités. Si une carte est plus cachée qu'une autre, on aura moins tendance à la piocher. Intéressons-nous donc au modèle basé sur des statistiques. Ce modèle a pour avantage d'être basé sur l'un des deux théorèmes les plus forts des probabilités, la loi faible des grands nombres. Pour le moment, résumons-la à l'énoncé suivant. Si on répète une même expérience aléatoire suffisamment de fois, la fréquence d'apparition de chaque événement va se rapprocher infiniment près de sa probabilité théorique. Ce qui est intéressant avec ce théorème, c'est qu'il valide notre intuition, et ceci avec une démonstration. C'est même l'un des théorèmes sur lesquels va se fonder la science même des probabilités. Tout ça c'est bien beau, mais le modèle de loi de probabilité tel qu'on l'a construit jusqu'ici ne nous permet pas de traiter toutes les questions pratiques que l'on pourrait se poser. Ce modèle est fixe et régit les probabilités liées à une expérience se déroulant en une seule étape. Qu'en est-il des transformations que l'on peut faire au modèle pour simuler des expériences en plusieurs étapes? De plus, si on n'adapte pas la seconde règle, la somme des probabilités des issues vaut 1, on est condamné à rester bloqué sur des expériences où le nombre d'issues est fini. Qu'en est-il donc si on passe à des expériences où le nombre d'issues est infini? Pour régler le premier problème, on définira la notion de probabilité conditionnelle. Pour régler le second, on entrera dans la notion plus générale d'espace probabilisé. Pour ce qui est des probabilités conditionnelles, on se pose la question suivante. Comment faire évoluer une loi de probabilité initiale lorsque l'on obtient de nouvelles informations sur notre expérience? Pour la faire courte, on se base sur la réflexion suivante appliquée à des modèles d'équi-probabilité. Au départ, on possède un univers d'issues distinctes. L'événement A s'est réalisé, par conséquent mon univers se restreint maintenant aux issues favorables à l'événement A. Ainsi, en appliquant le modèle d'équi-probabilité, pour obtenir les chances qu'un événement B se produise sachant que A s'est réalisé, j'obtiens la quantité suivante, le nombre d'issues favorables à A et à B en même temps, sur le nombre d'issues favorables à A. En intercalant astucieusement le cardinal de oméga, le nombre d'issues totales, j'obtiens finalement une autre expression de la probabilité conditionnelle, ne dépendant cette fois-ci plus des cardinaux de A et de B. D'où la définition généralisée à toute loi de probabilité. La probabilité qu'un événement B se réalise sachant qu'un événement A s'est déjà réalisé, et la probabilité que les deux se réalisent en même temps, divisée par la probabilité que l'événement A se réalise. Ce même raisonnement amène à l'élaboration du principe multiplicatif que l'on retrouve dans les arbres de probabilité et que l'on appelle également formule des probabilités composées. La notion de probabilité conditionnelle vient également de pair avec une autre notion importante, celle de l'indépendance de deux événements. Si on peut dire que la probabilité de l'intersection de deux événements A et B est égale au produit des probabilités de chacun de ces événements, alors cela traduira le fait que la réalisation de l'événement A n'aura pas d'influence sur la réalisation de B et inversement. Passons maintenant aux choses sérieuses et libérons progressivement les contraintes liées au nombre d'issues possibles. Jusque-là, tout problème de probabilité se limite plus ou moins au fait de compter des éléments. Cela ne sera plus possible si on s'autorise à jouer avec des ensembles infinis. C'est pourquoi on définit la notion d'espace probabilisé en utilisant plein de gros mots qui en fait ne sont là que pour généraliser les notions déjà bien construites et éviter les cas problématiques. Donc un espace probabilisé, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord un univers, jusque-là rien de nouveau, si ce n'est que cet univers peut être de taille infinie. Une tribu de oméga, c'est une famille d'ensembles sur lesquels on a imposé des règles propices au transfert des propriétés des lois de probabilité. Et enfin une distribution de probabilité, c'est-à-dire une généralisation du concept de loi de probabilité appliquée à la notion de tribu. Pour détailler, une tribu est une famille de sous-ensembles de l'univers, soit une famille d'événements vérifiant les conditions suivantes. Oméga entier ainsi que l'ensemble vide appartiennent forcément à la tribu. Si un événement appartient à la tribu, alors son contraire également. Si plusieurs événements appartiennent à la tribu, leur union aussi. Autrement dit, la tribu est un ensemble d'événements, stable par le passage à l'événement contraire et stable par l'union. Ainsi, pour des expériences aléatoires ayant des issues que l'on pourra rapporter à l'ensemble des entiers naturels en tout ou partie, soit des modèles discrets, la tribu sera composée de singletons et de toutes les listes de nombres. Pour les expériences aléatoires ayant des issues que l'on pourra rapporter à R, en tout ou partie, soit des modèles continus, la tribu sera composée de tous les ouverts AB et de leurs unions. Cette tribu est la plus connue. Elle est appelée tribu borelienne, nom de son formalisateur Émile Borel. Quelle que soit la tribu, on peut maintenant définir dessus une distribution de probabilité en vérifiant les trois propriétés suivantes. La probabilité de n'importe quel élément de la tribu est comprise entre 0 et 1, la probabilité de oméga vaut 1, et enfin, si AN est une suite d'éléments disjoints de la tribu, la somme des probabilités des éléments de la suite converge quoi qu'il arrive vers la probabilité de l'union de ces éléments. Cette propriété est appelée propriété de sigma additivité, et elle est là pour généraliser l'idée développée avec les partitions de l'univers ou les partitions d'événements, en imposant le fait, par la convergence de la somme, de rester dans des domaines compris entre 0 et 1. C'est cette propriété qui lève tout risque que l'on pourrait avoir en jouant avec des ensembles de taille infinie.
Sur un espace probabilisé, toutes les propriétés vues dans la vidéo se généralisent à l'identique, que ce soit les propriétés calculatoires liées aux lois de probabilité, la loi des grands nombres, ainsi que la notion de probabilité conditionnelle. Si on résume donc la grande réflexion menée dans cette vidéo jusque-là, pour définir une probabilité, on commence par se baser sur des statistiques où on introduit un modèle d'équiprobabilité. On fixe aux événements des probabilités entre 0 et 1, de sorte que s'ils forment une partition de l'univers, la somme de ces probabilités valent toujours 1. On introduit un principe multiplicatif pour faire évoluer des probabilités au cours d'une expérience complexe via des probabilités conditionnelles. On généralise ces propriétés en adaptant la notion de loi de probabilité à des ensembles infinis spécifiquement formalisés pour accueillir sans risque les mêmes propriétés que sur les ensembles discrets à travers les espaces probabilisés. Pour finir cette vidéo, je vous propose de voir brièvement comment peuvent se construire certaines distributions de probabilités sur des espaces probabilisés à travers des variables aléatoires. Une loi sur un univers discret, la loi géométrique, une généralisation du modèle d'équiprobabilité, la loi uniforme, puis deux lois obtenues en adaptant les lois discrètes à des univers continus, les lois exponentielles et normales. La loi géométrique est la loi du premier succès, c'est-à-dire la loi qui va nous permettre d'estimer combien d'expériences de Bernoulli il est nécessaire de réaliser avant d'obtenir un premier succès. Naturellement, on se retrouve dans l'univers n étoiles, le nombre d'expériences est toujours un entier, et il faut au moins une expérience pour obtenir un premier succès. Comme dit plus tôt, on peut munir cet ensemble d'une tribu formée des listes d'entiers qui peuvent être donc générés par les événements de la forme x égale k. Le but va être de déterminer la probabilité que l'on peut associer à chacun de ces événements de manière à la fois bien modéliser l'enchaînement d'expériences de Bernoulli et également à respecter les contraintes de la distribution de probabilité. Pour cela, commençons par représenter l'expérience globale par un arbre de probabilité. Chaque expérience de Bernoulli mène soit à un succès, soit à un échec. Sauf que dès lors que l'on atteint un premier succès, on arrête notre étude. C'est ensuite que la notion d'indépendance prend toute son importance. Elle nous permet de placer sur chaque branche la probabilité de succès et d'échec sans changement au fur et à mesure des expériences. Ainsi, par le principe multiplicatif lié aux probabilités conditionnelles, on obtient rapidement la probabilité qu'un premier succès subvienne au rang k, donné par p fois 1 - p à la puissance k-1. On croise une fois le succès à la probabilité p et k-1 fois l'échec à la probabilité 1 - p. Quelle que soit la valeur de p, s'agissant déjà d'une probabilité comprise entre 0 et 1, cela nous donnera bien une quantité p fois 1 - p à la puissance k-1 comprise entre 0 et 1 elle-même. Première contrainte des distributions de probabilité, ok. Plus difficile, il faut maintenant vérifier que les sommes vont rester convergentes, peu importe la taille de la famille d'événements que l'on cherche à unir. Essayons donc de calculer la somme de tous les événements de base p de x égale k. Grâce à un petit décalage d'indices dans une somme géométrique, on obtient facilement une expression de la probabilité d'obtenir un premier succès avant le rang n. Si on cherche à faire tendre n vers plus infini, on obtient quoi qu'il arrive une quantité finie. La propriété de sigma additivité est donc vérifiée. Mais également, on trouve une limite de 1 en additionnant toutes les probabilités des valeurs présentes dans l'univers, donc la contrainte p d'oméga est aussi vérifiée. La loi géométrique définit une bonne distribution de probabilité sur n étoiles. Pour aller plus loin et passer aux univers continus, on aura besoin de la notion de densité de probabilité. Pour la faire courte, une densité de probabilité est une fonction définie et continue sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Cette première contrainte permet notamment d'intégrer f. Ensuite, on peut de nouveau fixer les contraintes classiques que l'on répète depuis le début de la vidéo. La fonction doit avoir des images cantonnées à l'intervalle 0,1 comme toute probabilité, et l'intégrale sur R entier de la densité doit non seulement être convergente, mais en plus doit valoir 1. Cela regroupe les deux contraintes de sigma additivité et de p de oméga égale 1 qu'on retrouve pour les distributions de probabilité. Avec une densité de probabilité, on pourra définir une distribution de probabilité sur la tribu borélienne. Deux résultats vont être alors à connaître. Déjà, ce qui détonne le plus avec toutes les lois de probabilité de base, la probabilité d'obtenir une valeur précise à l'issue de l'expérience est toujours nulle, ce qui détruit complètement le terme d'issue quand on parle de probabilité à densité. Ensuite, la probabilité associée à n'importe quel ouvert AB sera donnée par l'intégrale de la densité sur cet intervalle. Graphiquement, une densité de probabilité permet d'illustrer la dispersion des résultats possibles d'une expérience. Là où les valeurs de f de x seront élevées, les probabilités seront fortes, et là où ces valeurs seront faibles, les probabilités le seront également. Comme premier exemple de densité, on retrouve la loi uniforme, le but étant de généraliser le concept d'équiprobabilité sur un ensemble continu. On se placera sur un intervalle avec une tribu adaptée générée par les ouverts de la même manière que la tribu borélienne. L'idée étant de répartir de la même manière toutes les probabilités sur AB, on obtiendra une densité graphiquement plate, donc une constante. Afin de satisfaire la troisième règle des densités, à savoir l'intégrale doit valoir 1, on doit fixer cette constante à 1 sur b-a. Ainsi, calculer des probabilités reviendra à calculer des aires de rectangle. D'un autre point de vue, la probabilité de se retrouver entre deux valeurs c et d sera proportionnelle à l'écart qu'il existe entre c et d. Passons maintenant à la loi exponentielle qui permet d'étendre à des univers continus les lois géométriques et qui permet accessoirement de modéliser des durées de vie artificielles d'appareils électroniques par exemple. Partant du principe que les probabilités de la loi géométrique s'expriment en fonction de puissance, on va chercher à introduire à la place la fonction exponentielle. Pour qu'une densité de probabilité exprimée en fonction de l'exponentielle ait une chance de rester confinée entre 0 et 1 et de donner des intégrales convergentes, il va être nécessaire de lui donner un exposant négatif.
Intégrer de 0 à plus l'infini nous mène à une intégrale qui ne vaut pas tout à fait 1, il est donc nécessaire de l'ajuster légèrement via le facteur lambda que l'on peut disposer hors de l'exponentielle. Ainsi on obtient une densité de la forme lambda exponentielle de moins lambda x. On peut comparer les résultats obtenus pour la loi géométrique et pour la loi exponentielle, pour un même paramètre, et constater que ceux-ci sont très proches l'un de l'autre. Pour finir, survolons la manière de construire le mastodonte des lois de probabilité avec les lois normales qui sont au centre du fameux deuxième théorème fondamental des probabilités, j'ai nommé le théorème central limite. Contentons-nous de voir grossièrement ce qu'il en est. L'idée principale est de constituer un échantillon de beaucoup de résultats d'une expérience aléatoire quelconque. Si on essaye de calculer la moyenne des résultats obtenus dans cet échantillon, on va tomber dans le contexte d'étude de la loi normale. L'idée, déjà appuyée par la loi faible des grands nombres, est que les résultats moyens d'une expérience vont se concentrer autour de la moyenne espérée. L'écart type associé est quant à lui un indicateur de la dispersion de ces résultats. La représentation graphique de cette idée s'obtient déjà en illustrant la répartition des probabilités pour une loi binomiale. Et si on veut fabriquer une densité à partir de cette forme, on obtiendra une courbe très particulière en forme de cloche que l'on appelle une gaussienne. Cette gaussienne sera toujours centrée au niveau de la moyenne espérée et sera plus ou moins étalée selon la valeur de sigma. Je vous laisse apprécier la densité associée qui ne se manipule actuellement que par informatique, n'ayant pas de primitive visuelle, ce qui est d'autant plus dommage que les lois normales s'obtiennent naturellement comme limite de n'importe quelle loi. J'espère vous avoir emporté dans ce voyage à travers la vaste notion de probabilité, que vous ayez décroché tôt ou tard dans la compréhension fine des notions de la vidéo, qu'elle vous ait quand même plu. À un jour prochain pour d'autres essais de vidéos